Hello, and well, hello all, and welcome to. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance dans la série consacrée au peering. Je suis sûre que cette séance sera très intéressante. Je suis ravie que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui. Cette séance, vous en voyez le titre. J'avais proposé ce sujet il y a près de 2 mois au comité de programmation. Et à ce moment-là, il y a eu à partir de là un échange d'idées très intéressant et j'ai pensé qu'il serait intéressant de commencer à parler des différents modèles que nous constatons, que nous rencontrons dans tout le continent, cette variété de modèles. Donc, cette séance a pour but d'avoir une discussion équilibrée sur les avantages possibles et les inconvénients des différentes approches de l'établissement et de la gestion des IXP, de sorte qu'il y ait un échange d'expériences et d'informations à partir de l'expérience des membres du panel. Et puis, vous, membres du public, pourrez tirer vos propres conclusions sur ce qui convient le mieux à votre contexte. Alors, vous voyez les 3 questions qui vont être adressées aux membres du panel. Chaque membre du panel aura quelques minutes pour répondre à ces 3 questions. Nous souhaitions donc que les membres du panel nous donnent une vision d'ensemble de leur modèle d'IXP, où et quand est-ce que cela fonctionne le mieux, et puis l'impact que cela a eu sur l'établissement et le développement des communautés de peering locales actives. Je voudrais signaler que nous avons un panel très intéressant aujourd'hui. Il y a Luc Misidimbazi, conseiller en poste télécommunications et numérique auprès du Premier ministre de la République du Congo, Marco Brandstatter, Michel McCann à PCH, Terraco Data Environments, Mohamed Roudman, Remco van Mook et Nishal Gobourdan. À ce stade, je voudrais suggérer que nous évoquions la question de l'impact. Nous aimerions savoir si la séance a une influence sur les utilisateurs, si cela leur permet, les conduit à changer de système. Donc, nous allons procéder à un sondage, un vote. Quelle est la meilleure approche pour lancer et exploiter un IXP dans votre communauté locale? Et nous allons vous demander de répondre à cette question et puis vers la fin de la séance, nous vous reposerons cette question à nouveau pour savoir si la séance a eu un impact sur votre décision. Bien. En ce qui concerne les règles de fonctionnement, cette séance est enregistrée et elle sera placée sur un certain nombre de médias sociaux, Facebook, Twitch, Periscope. Veuillez participer de façon respectueuse et responsable. Lorsque vous posez des questions, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elles soient claires et simples, directes.
Nous vous demandons également de mentionner votre prénom et votre pays d'origine avant de poser votre question. Et puis, enfin, sachez qu'il y a un code de conduite, de pratique de l'ISOC que vous pouvez consulter. Alors, il y a bien sûr la chatroom qui est disponible si vous souhaitez faire des remarques. Et puis, la section Q&A, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez les poser en français ou en anglais, étant donné qu'il y a un service d'interprétation et de traduction à votre disposition. Donc, vous pouvez suivre également les débats soit en français, soit en anglais. Alors, voilà, pour les médias sociaux, hashtag IPR in Africa, Virtual Peering et hashtag IXP. Pour l'interprétation, je l'ai dit, vous avez 2 canaux disponibles pour l'anglais et le français. Et puis, il y a des sous-titres disponibles en anglais également, si vous le souhaitez. Je souhaite remercier les sponsors qui, vous les voyez mentionnés ici sur cette diapositive. Et il y a également le sponsor de la série, NAP Africa. Merci à NAP Africa donc de sponsoriser cette série sur le peering. Et enfin, Flex Optics, que nous remercions de sponsoriser l'interprétation simultanée, le service d'interprétation simultanée. Il y a 130 personnes qui se sont joints à nous, donc nous pouvons commencer. Lorsque j'en ai parlé avec les membres du panel, nous avons décidé de procéder par ordre alphabétique. Donc, je vais tout d'abord donner la parole au premier intervenant. Qui sera Luc Missidimbanzi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si Luc peut nous entendre. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour à tous. Merci encore à l'AFPIF de nous donner cette occasion de nous exprimer sur un panel aussi haut et important concernant notre écosystème du peering en Afrique. Et c'est pour nous une grande fierté de participer à ce genre de réunion, à ce type de réunion. Alors, je suis Luc Missidimbanzi, actuellement conseiller du Premier ministre dans télécommunications et numérique, mais je suis aussi président d'une plateforme qu'on appelle Pratique Osiane, qui milite pour la promotion du numérique, qui organise un salon qui s'appelle Osiane. Et je suis aussi donc le co-animateur de point d'échange Internet du Congo qu'on appelle le CGX. Alors, le CGX, c'est notre point d'échange qui est mis en place depuis 2013 avec l'appui de la Banque mondiale, avec l'appui de l'Union africaine, l'appui de ISOC qui nous a aidés pour les formations. Et nous avons eu un partenaire, ce qui cadre bien avec le thème d'aujourd'hui, français. Aujourd'hui, un point d'échange qui réunit quasiment l'ensemble
au Congo-Brazzaville. Et nous, qui sommes 5 au total, et le point d'échange a eu un impact assez important, significatif dans le développement de la communauté, de notre communauté Internet ici au Congo-Brazzaville, puisqu'il a permis d'attribuer des ressources qu'on n'avait pas, de configurer des routes IP qu'il n'y avait pas encore. Beaucoup d'acteurs n'avaient pas d'AS number, par exemple, l'usage AXP. Et puis aujourd'hui, nous avons pu, grâce à notre coopération avec l'ensemble des acteurs, de façon consensuelle, nous avons pu réunir quasiment tous les acteurs qui aujourd'hui, certes pas nombreux, mais font de l'Internet. Nous avons pu les réunir au sein de ce point d'échange et au cours des discussions, nous avons créé donc une assemblée générale qu'on appelle, on a une forme d'association qui réunit tous les acteurs et ces acteurs aujourd'hui permettent en fait, ces acteurs aujourd'hui animent cette plateforme du point d'échange, c'est les opérateurs, les 2 fournisseurs d'accès Internet que nous avons ici. Et donc, on a une organisation assez spécifique. Après tout l'appui que nous avons reçu, nous continuons à recevoir, nous avons pu mettre en place donc une association qui est portée par les acteurs et qui a un groupe, une unité qui exploite le point d'échange qui permet de faire des configurations. Et aujourd'hui, grâce à l'appui de l'ARPCE, le régulateur, nous avons mis en place un data center chez un opérateur et il y a le data center du régulateur qui fédère tous ces acteurs. Il y a eu une grosse dynamique depuis qu'on a le point d'échange Internet sur Internet. Et donc, les plateformes techniques que nous avons permettent de d'utiliser des routes serveurs, du Looking Glass, de tout ce qui touche les caches. Donc, aujourd'hui, on est très satisfait. Le trafic n'est pas encore très exponentiel. La pratique est pas encore entrée dans les habitudes de tous. Mais ce qui est sûr, c'est que le point d'échange Internet a changé la façon de voir Internet. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'avoir réussi, grâce à l'écosystème, aux acteurs de l'écosystème, de mettre en place une gestion consensuelle. Ceux qui a un peu plus d'expertise, elle a compte des défis. Les premiers défis, ça reste toujours la valorisation des points d'échange, parce qu'effectivement, du trafic passe, on ne sait toujours pas comment facturer, donc rendre autonome ce point d'échange financièrement, matériellement. Donc, on a toujours l'appui de l'ARPCE. Et puis, il y a toujours cette déclaration des ressources, des routes Internet par certains opérateurs qui ne le font pas automatiquement. Et donc, du coup, la latence dans les échanges du peering entre les opérateurs n'est pas totale. Et puis, on a la vision de pouvoir mettre un deuxième point d'échange à Pointe-Noire. Et la question qui se pose, c'est comment les 2 points d'échange vont fonctionner. Est-ce que c'est par 2 points de présence? Donc, il y a une stratégie qui évolue, mais pour l'instant, on est très satisfait de ce qui se passe. Voilà un peu ce que je peux dire et je tire une conclusion, c'est qu'on ne peut pas construire un point d'échange seul si on n'a pas l'expertise, elle est nécessaire, mais à un moment, il faut prendre les choses en main, il faut faire monter les gens en compétences et il faut définir son propre modèle de gestion qui est adapté au contexte dans lequel nous évoluons. Il est adapté au type d'acteurs que nous avons. Il est adapté au type de compétences que nous avons. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. D'ailleurs, l'Union africaine nous avait aidé pour être monté d'un niveau pour ce qui touche un point pour être un peu utile pour la sous-région en étant un point d'échange qui peut aider les autres les pays, qui peut travailler mutuellement avec les autres pays de la sous-région. Voilà ce que je pouvais dire. Merci encore, Hicham. Je crois que j'ai été dans les temps qui m'étaient alloués. Merci. Vous avez encore 2 minutes. Est-ce que vous pensez que le modèle que vous avez est la seule façon qui pourrait marcher ou est-ce qu'il y aura un autre modèle qui serait possible? Pour l'instant, dans notre environnement, nous pensons que c'est le meilleur modèle.
L'autre modèle, c'est le partenariat qu'on a d'ailleurs commencé à avoir avec un prestataire, mais comme nous ne savons pas encore l'impact financier que ça peut avoir, c'est pas que ça soit un mauvais modèle, mais pour l'instant, on pense que les partenariats sont nécessaires pour la mise en place des points d'échange, mais pour la gestion, il est difficile d'évaluer le coût. Donc, nous, on n'a pas au Congo, c'est un petit pays, il a 5 millions d'habitants, trafic Internet, vous pouvez l'imaginer face à un grand Nigeria, on n'a pas beaucoup d'acteurs, quasiment les ISP sont les opérateurs, et ça encore, c'en est un problème. On a à peine 2-3 petits data centers, donc le trafic n'est pas important pour l'instant, et rassembler tous les opérateurs, rassembler tous ceux qui font Internet est déjà quelque chose de formidable. Maintenant, il reste l'administration publique, il reste les services complémentaires, il reste à ramener les CDN, les grandes entreprises. Et là, je pense que ça va prendre une autre forme et on pourra réfléchir à ce moment-là à comment faire évoluer le mode de management du point d'échange Internet congolais. Merci pour votre perspective. Ce sera intéressant de voir les questions. On passe à Marco, le prochain membre du panel. Alors, en parlant du marché où il travaille, vous avez une autre façon, un autre modèle. Vous avez le modèle motorisé par Powered by. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage? Merci pour l'invitation de parler et cette opportunité de parler du modèle et d'autres modèles qu'on offre. Alors, oui, traditionnellement, l'IKIX a débuté en Allemagne, en Francfort. Et alors, on est un point d'échange autochtone qui a déjà 25 ans. Et maintenant, on gère des points d'échange dans 27 villes qu'on gère et tous avec des modèles différents. Alors, quand je considère la question, il y a quelques-uns qui se ressemblent au modèle français. On a des points d'échange plutôt d'autres avec un contrat et oui, je dirais qu'il n'existe pas un modèle idéal que c'est le modèle obligatoire parce que vous verrez des avantages et des inconvénients avec tous les modèles. Et alors, cela dépend de de où vous êtes. Si vous avez une communauté de 2 IXP et 2 opérateurs, nous, on gère le point d'échange de la part des opérateurs motorisés par DKIX. Alors, ça fonctionne très bien. Mais par contre, en Inde, on a une entreprise conjointe qui n'est pas motorisée par DKIX. Mais on a une entreprise sur place qui a fondé le point d'échange avec les cofondateurs et ce modèle marche très bien. Alors, à fin de compte, si vous me posez la question, quel est le modèle le plus réussi, cela dépend. Ça dépend de la passion que vous avez et la région où on fait les opérations dépend le modèle dépend de la région où vous allez faire votre opération. Par exemple, en Inde, il y a 200 points d'échange en Inde, alors c'est un environnement différent. Alors, c'est la conclusion de 25 ans d'expérience et les points d'échange d'Internet n'est pas seulement un bouton, il faut établir, il faut créer une communauté. Si on crée l'idée de la région, une idée qui reflète la région et
EDIX est très différent dans d'autres marchés ou en Inde. Et on a aussi des entreprises conjointes dans d'autres marchés. Alors, si vous considérez les avantages d'avoir un point d'échange très important, c'est peut-être les services que proposés par le point d'échange. Alors, si vous avez aussi besoin de localiser le trafic, vous pourrez aussi avoir des choses qui sont valables partout. Il y a longtemps, on a commencé au Moyen-Orient, on avait le problème que beaucoup des réseaux n'avaient pas l'habitude du peering. Alors, on a dû donner beaucoup d'explications aux responsables pour la gestion et on a assisté à renouveler leur base de données pour nettoyer un peu. Mais on avait aussi besoin de réaliser une éducation, peut-être 90% du trafic était libre de charge, mais aussi les académies, c'est gratuit. On offre plusieurs échanges. C'est faisable si on a un IXP autochtone, mais il faut beaucoup de travail. Alors, si vous gérez des points d'échange partout dans le monde, c'est plus facile avec une équipe dédiée. Et alors, c'est la même chose de se mettre en contact avec les grands OTT. Les points d'échange, c'est une façon de réunir les OTT et c'est difficile pour beaucoup de points d'échange de se mettre en contact parce qu'on travaille à l'échelle mondiale et s'il y a peut-être des conférences, on se retrouve avec quelques collègues. Alors, et tout le monde est bien informé sur les points d'échange et on peut toujours en parler. On vient d'ouvrir un point d'échange, par exemple, la semaine dernière à Chicago, par exemple. Est-ce que ça vous intéresse? Où est-ce que vous vous trouvez? Alors, oui. Si vous avez Facebook, si Facebook est là, vous pouvez parler aussi. Par exemple, en Inde, mes collègues ont tiré profit beaucoup des OTT, bien sûr, mais c'est très différent si on a l'occasion d'en parler. Alors, je vois une question. Quelles sont les nécessités pour ce modèle? Oui, alors, il y a des commentaires qu'on est compliqué et qu'on pose beaucoup de questions, mais on ne saute pas sur chaque opportunité parce qu'un point d'échange n'est pas question d'installer quelque chose simple. Il faut un écosystème et on vous obligera, pas vous obliger à payer les cash. Et vous aurez aussi l'avantage du trafic au point d'échange. Alors, les nécessités, c'est une question plus longue. Qu'il faut peut-être penser plus aux licences, à la réglementation, à la connectivité pour voir ce qui est possible d'en tirer d'un point d'échange. Et comment ça marche, les centres de données, l'interconnexion, les tarifs? Est-ce qu'on peut créer une entreprise rentable
Et peut-être dans 25 ans, et il y aura peut-être le double, mais je ne le sais pas. Alors, j'espère que j'ai pu résumer la façon de fonctionnement de. Merci. Vous avez soulevé un certain nombre de remarques tout à fait intéressantes. Je vois qu'il y a déjà des questions adressées à vous qui s'affichent. Je m'adresse maintenant à Michel. Vous représentez l'un des plus grands points d'échange du continent, donc nous sommes tout à fait intéressés par vos remarques. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité au sein de ce panel. Je représente NEP Africa. Pour nous, l'approche, c'est un mélange de deux systèmes. Nous avons près de 10 ans d'existence, 3 régions, Johannesburg, le Cap et une autre location en Afrique du Sud. Et nous en sommes à 1,5 téraoctets de débit sur les 3. Et cela sert 16 pays d'Afrique. Notre modèle, notre approche est gratuite. Nous ne devons pas payer ni les ports ni l'abonnement. Et c'est possible parce que nous sommes financés par Terraco, l'entreprise d'hébergement. Nous constatons qu'il y a une relation symbiotique entre le point d'échange et qui permettent d'apporter de nouveaux usagers au centre d'hébergement ou vice-versa. Parlant de communauté, l'an dernier, nous avons vu le meilleur exemple d'initiative de communauté. Nous avons passé beaucoup de temps au développement de ces points d'échange, réunir les communautés pour sensibiliser à la question du peering pour les fournisseurs, mais également une grande partie du marché de l'entreprise. Avec la pandémie, nous avons vu que tous les efforts déployés par les communautés, pas seulement pour les points d'échange, mais également la passion de la communauté a véritablement abouti à des résultats. En février dernier, nous en étions à 900 mégaoctets de trafic. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit, nous en sommes à 1,5 tétra. Et ce modèle permet un développement extraordinaire. En Afrique du Sud, nous constatons qu'il y a beaucoup de fournisseurs de technologies sans fil. Et en connectant les communautés, il faut s'adresser aux usagers, comprendre le peering, les réseaux d'entreprises également. Et il y a également des réseaux externes à l'Afrique du Sud qui se joignent à ce mouvement. Il y a un grand nombre d'activités, comme l'a dit Marcus, pour continuer à développer ces communautés de façon durable. Encore une fois, c'est gratuit. Terraco nous avons contacté différents membres des communautés qui jouent un rôle central grâce à la formation. Et le modèle pair à pair
a été initié et il y a 2 membres du peering qui nous avons lancé des séries de réunions virtuelles pour que les réseaux se rencontrent et nous continuons à animer ce genre de réunions pour éduquer, former les communautés. Donc, nous avons un modèle mixte de franchise et d'initiatives locales. S'il y avait un modèle DKIX ou astéroïde de type DKIX ou astéroïde à l'époque, je crois que pour l'Afrique du Sud, effectivement, comme ça a été dit, ce n'est pas uniquement une question d'avoir un interrupteur pour faire fonctionner le système, et il y aurait eu probablement des obstacles techniques. Du point de vue technique, il y aurait des obstacles plus encore qu'il y a 10 ans quand nous avons constaté à l'époque. Pour un nouvel entrant, il faut établir la confiance au sein des communautés. Il faut développer une communauté mondiale. Quand on démarre un nouveau point d'échange, à qui doit-on s'adresser? Auprès des grands opérateurs, comme ça a été dit. Est-ce qu'il faut trouver quelqu'un chez Amazon ou Facebook ou ailleurs? Ça peut être compliqué d'atteindre la bonne personne dans ces médias sociaux. Quand on met en place une infrastructure de ce type, je suis sûre que d'autres vont parler des modèles astéroïdes, mais ça c'est le modèle Rolls-Royce, si je puis dire. Nous sommes partis avec un petit système, un système plus modeste. Les avantages, eh bien, c'est la durabilité, le fait que cette ascendance, ça part des communautés, que l'on développe la confiance au fil des années. Il faut comprendre à qui s'adresser au sein de la communauté pour la servir au mieux. Il faut établir des liens robustes. Pour les initiatives locales, ce qui est important, c'est qu'il faut identifier des membres de la communauté ou des associations quand on établit le point d'échange. Et je me souviens d'avoir passé de nombreuses heures avec Andrew pour procéder à tous ces processus pour essayer de faire comprendre ce que le système pourrait apporter. Donc, l'échange de connaissances et d'expériences, c'est très important. Dans un modèle de franchise, est-ce que en fait, on évite, on met de côté le besoin précisément de développer ces liens robustes avec la communauté? Est-ce que c'est peut-être un des désavantages, des inconvénients? À l'heure actuelle, il ne s'agit pas uniquement de peering. Lorsqu'on met en place des points d'échange, il y a d'autres produits qui sont
possibles grâce aux points d'échange et qui les rendent attrayants pour le marché. Quand on voit à quel point nos associés dans ces réseaux ont pu se développer et permettent également de développer les réseaux locaux et les communautés, eh bien, ça fait partie des avantages. Les points d'échange sont extrêmement importants pour l'économie, que ce soit des solutions locales ou bien des franchises, parce que cela conduit des investissements importants dans les régions. Ça permet de créer des écosystèmes durables. Et puis, ça donne de nombreuses possibilités, opportunités aux utilisateurs finaux. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte d'inclure la communauté dans le processus de développement. Merci. Je ne voulais pas vous interrompre. Vous avez dépassé vos 10 minutes, mais c'est tellement intéressant ce que vous avez dit. Merci encore de votre contribution. Alors maintenant, nous avons Mohamed. Je me souviens, il y a 10 ans, des discussions avec Michuki et d'autres en Afrique, lorsqu'on parlait du Nigeria et de son potentiel en matière de développement de points d'échange. Donc, je suis tout à fait heureux d'entendre votre contribution. Merci, Hicham. Et merci d'avoir organisé aux organisateurs de ce webinaire Je voudrais tout d'abord commencer par partir des questions que vous avez posées. Nous sommes une organisation qui fonctionne avec abonnement, souscription à but non lucratif, établie à Lagos, dans une ville du Nigeria. L'orateur est interrompu. Nous ne l'entendons plus. Oui, c'est ma connexion à Internet, dit l'orateur. Donc, c'est la commission, le régulateur du Nigeria qui nous a soutenus et continue à nous soutenir. Alors, pour la question de savoir où et quand ce modèle fonctionne le mieux, l'orateur est à nouveau interrompu. La connexion est interrompue. Mohamed, je vais peut-être passer la parole à l'intervenant suivant, à Remco, pour... Remco, nous vous redonnerons, Mohamed, nous vous redonnerons la parole après Remco. Moi, je suis heureux de rendre la parole à Mohamed s'il est prêt. Non, allez-y, Remco. J'attendais que Mohamed finissait. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, je voudrais remercier ISOC pour avoir organisé cette session. C'est toujours une façon très importante de développer la communauté. Et j'espère qu'on se reviendra, on se verra peut-être l'année prochaine. Oui, en parlant d'Asteroid, je l'établis il y a 5 ans avec Annie Davidson et Narangi Kibono, et Asteroid a pour but était d'offrir une interconnexion locale dans tous les endroits et de la façon rentable et durable.
quelques-uns d'entre vous vous souvenez de ASPIF. J'ai fait une présentation sur comment créer comment créer un point d'échange. Alors, il y a très peu de choses qui ont changé et le principal, l'élément principal, il faut. Je vais faire une déclaration. Il n'y a pas de point d'échange avec des coûts transparents. Alors, oui, astéroïdes. Avant de parler des opérations d'astéroïdes, si vous voulez faire un point d'échange, quels sont les problèmes que vous voulez résoudre? Est-ce que vous voulez connecter plusieurs opérateurs? C'est bien, mais vous pouvez vous mettre d'accord sur une façon de distribuer les coûts et c'est fait. Mais on passe un peu plus loin dans ce sens d'un écosystème avec des participants plus habitués, des acteurs internationaux, avec des espoirs et ils s'attendent à avoir plus de leurs points d'échange. Et il y a plusieurs modèles, oui, des autochtones et créés au sein d'un pays. On avait les deux modèles en considération. Alors, si vous considérez comme notre façon d'opérer, la moitié est autochtone et l'autre moitié est franchise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et la façon de le faire, est-ce que c'est le modèle commercial qui détermine le modèle adéquat d'une façon d'un côté du spectre, il y a l'étiquette blanche dans la boîte qu'on envoie et avec du soutien technique. Si vous achetez ce modèle, vous aurez le contrôle du produit et le prix et vous pourrez l'intégrer à vos portails pour votre participation. Et vous aurez un IXP moderne. Et d'autre côté, il y a le modèle africain qui a été opéré au Kenya et qui a un tarif, une politique de tarif cohérent. Et c'est cet avantage aussi de faire partie d'un système plus grand. Il n'est pas nécessaire de passer par des contrats compliqués et cela facilite la connexion sur une base neutre. Mais en réalité, la vérité est au milieu, oui. Dans quelques cas, on travaille avec des partenaires locaux et qui disparaissent. Alors, il y a toujours des exemples sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On soutient un point d'échange qui ne porte pas notre logo, mais qui fait partie de l'Internet mexicain. L'autre, on travaille avec des partenariats pour des fins réglementaires et on dépend d'un partenaire local qui veut utiliser notre nom pour l'échange. Alors, c'est partout et tout ce qu'il y a au milieu. Oui, c'est tout le spectre. Est-ce qu'il y a un modèle qui est meilleur que d'autres? Oui, ça dépend tout à fait de votre du lieu où vous voulez vous installer.
combien de réseaux avez-vous que d'autres points d'échange n'ont pas? Est-ce que vous offrez de la valeur ajoutée? Est-ce qu'ils payent des frais? Est-ce que c'est rentable pour les clients? Et ce n'est pas en relation seulement avec le trafic, c'est vraiment, et c'est une question de la valeur ajoutée. On voit que un mégabit de trafic peut avoir un impact financier important, et la diversité, c'est une autre question. Vous ne voulez pas un IXP avec beaucoup des distributeurs de contenu. Vous voulez les réseaux, ils vont peut-être pas vouloir se joindre à vous. Et en dernier, les statistiques de trafic ne devraient pas s'utiliser pour faire une comparaison entre les points d'échange, parce que cette information ne va pas avec le contexte. Il faut considérer cette information en relation avec le contexte. Jusqu'à quel point est-ce que cela représente le trafic d'Internet est un point à considérer qui est beaucoup plus important. Par exemple, on a un point d'échange à Mombasa qui est, on va l'appeler autochtone comme exemple. C'est un écosystème qui avait essayé auparavant, mais qui n'avait pas marché. C'était peut-être trop tôt. Alors, ce que nous a provoqué l'action, c'était parce qu'il y avait un écosystème qui était en train de se développer. Et un IX sans infrastructure, il faut un écosystème en développement de réseaux locaux qui s'intéressent à s'incorporer au point d'échange. Et bien sûr, dans le contexte africain, le cadre réglementaire est très important. Il faut avoir du soutien et l'environnement réglementaire est ouvert, heureusement. Et si nous écoutent les responsables pour les réglementations, je vous anime, oui, je compte sur votre compréhension. Et d'autres perspectives, oui, cette période ne peut pas être pire. On n'a pas encore fait un événement de lancement. On a plusieurs réseaux uniques, et les réseaux locaux reçoivent 50% du trafic à travers le IXP tous les jours. Alors, oui, le trafic en comparaison avec Frankfurt, c'est rien, mais pour Kenya, 4 gigs, c'est beaucoup. Et l'échange à Mexique, selon les experts, il y a 4 ans, c'était un point perdu. Il n'y avait rien dans ce coin du monde perdu. Mais en dépit de cela, ils ont vu une opportunité qu'ils ont essayé de vendre. Alors, et maintenant, vous voyez qu'il y a 11 réseaux connectés sur ce point d'échange dans un endroit perdu. Il y a beaucoup de... Oui, on fait la comparaison en tant que trafic, volume de trafic. Mais c'est beaucoup plus intéressant de considérer l'objectif le point d'échange. Et je vais passer...
Je voudrais ajouter quelque chose, si vous le permettez, de façon à ce que nous puissions avoir une conversation intéressante plus tard. Pour revenir à la question posée, avant de construire un point d'échange, il faut savoir si on construit un écosystème local ou bien une vitrine pour un écosystème à distance. Pour le peering à distance, par exemple, bien sûr, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Eh bien, c'est contraire à la santé d'un réseau local parce qu'il faut pouvoir utiliser, il faut pouvoir exploiter ce que l'on a localement. Si l'on transfère son point de vente unique, si vous voulez, à un prestataire externe, eh bien, ça ne profite pas à la collectivité locale. Merci, Remco. Merci d'avoir ajouté ces dernières remarques. À vous, Mohamed. Merci, Hicham. Et je m'excuse auprès du public, mais j'ai quelques difficultés avec ma connexion. Et il faudrait peut-être que vous éteigniez votre vidéo, Mohamed. Peut-être que ça fonctionnerait mieux, suggère Remco. Bien. Est-ce que vous m'entendez, Hicham? Oui, je vous entends. Allez-y. Oui, mon réseau est assez instable. Excusez-moi encore une fois. J'étais en train d'expliquer, étant donné que la plupart des membres du public ici présents s'intéressent à l'élaboration de points d'échange, et il est intéressant d'évoquer les différentes approches. Ça a été à l'initiative, comme je l'ai dit, de l'administration du Nigeria. C'est une organisation à but non lucratif et il y a un certain nombre de communautés qui se sont rassemblées pour développer, établir un point d'échange. Même les plus grands qui se sont métamorphosés, qui ont un modèle de franchise, je voudrais encourager mes collègues africains en leur disant que c'est mieux de partir d'un petit système au niveau de la communauté, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'infrastructure, mais c'est effectivement de développer la confiance au sein de la communauté. La plupart des franchises ciblent en général des localités dans lesquelles les communautés ont développé, ont travaillé au développement de la région. 60% des échanges sont des initiatives locales et à but non lucratif. En Afrique, en Asie également, c'est sans doute 50-50. En Inde et ailleurs, on sait qu'il y a des points d'échange basés dans les communautés et à but non lucratif aussi. Dans les pays développés, comme au Japon, il y a davantage des modèles de franchise. En termes de l'impact, de l'impact de la structure ascendante à partir des communautés, tout dépend de la façon dont le point d'échange a démarré et s'est développé.
l'Internet est géré par une communauté, par une organisation à but non lucratif, structure ascendante, encore une fois. À partir du NTIA Amérique, l'Internet mondial doit être géré par la communauté parce que s'il y a des échanges commerciaux, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de contrôler l'Internet. Donc, mieux vaut que ce soit l'initiative de la communauté. Et quand il y a un point d'échange de ce type, de type ascendant, eh bien, cela donne une voie, un canal de communication à la communauté. Donc, je voudrais encourager les pays africains qui n'ont pas de point d'échange et qui veulent en instaurer un, de suivre ce modèle. Par exemple, au Nigeria, nous avons voulu encourager ce type de fournisseurs dans certaines des localisations à Kano, par exemple, nous avons 3 clients qui échangent à l'heure actuelle. Et lorsque c'est basé dans la communauté, eh bien, ça permet de répondre à ces besoins. Nous n'avons jamais déconnecté de membres, par exemple, s'ils n'ont pas pu payer leur abonnement. Nous faisons tout ce qui est possible pour répondre aux besoins des membres. Il faut pouvoir comprendre les fonctionnements internes d'un point d'échange. Et à l'heure actuelle, j'ai 7 personnels techniques qui ont été formés au fil des années. Il y en a un certain nombre qui sont ensuite partis ailleurs, au Canada par exemple. Mais il s'agit vraiment, c'est ce qui est important, de renforcer les capacités et les compétences locales. Et nous fournissons nos services gratuitement. Et il y a 15 personnels permanents qui gèrent le système. Et étant donné que nous sommes basés dans les communautés, eh bien, nous obtenons des financements de la part de l'ISOC, de l'Union africaine et d'autres organisations, même si c'est compliqué de former les personnels locaux, eh bien, ça a de nombreux avantages. Ça permet également de soutenir les services différents services à niveau local et tout cela gratuitement, des connexions Internet gratuites par exemple. Et pour permettre également les relevés de statistiques Internet. Nous avons participé au dernier examen national des politiques et de la stratégie en matière de développement dans ce domaine. Et puis, nous collaborons avec d'autres points d'échange. Nous avons signé un mémorandum avec une autre organisation, par exemple. Au Royaume-Uni, nous avons par exemple, pu bénéficier d'une formation pendant 3 jours. Donc, il y a eu une assistance directe apportée au point d'échange du Nigeria.
Et de cette façon, par cette approche, nous pouvons donc obtenir le soutien du reste du monde. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu aux questions qui étaient posées et si j'ai dépassé mon temps, mais quoi qu'il en soit, Hicham, vous m'entendez? Hicham? Ah, Hicham, c'est Fergus qui parle maintenant. Il semble que Hicham n'ait plus de connexion non plus. Ok. Michuki? Michuki? Yes, I think, Oui, Oui, je suis là. Oui, sorry. Fergus, excusez-moi. carry on the conversation. Yes. Fergus devait poursuivre. Donc, si Fergus n'est pas là non plus, Go on to the next person, alors discussion. nous pourrions... Michuki, vous m'entendez? Fergus est connecté. Merci, Mohamed. Bien, nous avons ensuite Nishal qui va être l'intervenant suivant. Merci, Fergus. Oui, bonjour à tous. Je suis heureux d'être là. Vous me connaissez comme opérateur de points d'échange. Ça fait 25 ans qu'on opère en Afrique du Sud. On m'a conseillé de ne pas parler de la perspective de IXP. C'est difficile pour moi, mais plutôt parler de la perspective de la façon de connecter aux points d'échange. Alors, en avance, j'espère que vous êtes j'espère être à la hauteur de répondre à vos questions. Alors, quelques commentaires que j'ai remarqué, ce n'est pas question de ce que vous choisissez pour l'échange, c'est votre façon de créer les communautés. Nishal, cet échange, les participants veulent savoir plus des commutateurs. Alors, je pense c'est important de commencer là parce on se trompe souvent. Alors, et comment est-ce qu'on démarre avec les points d'échange? Une fois qu'on développe un point d'échange et l'opération se fait tout seul parce qu'il faut écouter aux participants, parce qu'il faut l'engagement de la communauté et il faut comprendre les facteurs qui contribuent à cette création de communauté qui peut agrandir. Alors, de la perspective des points d'échange qui démarrent, ce sont ceux-ci qui doivent passer par... est-ce que je devrais commencer en partenariat avec un autre point d'échange? Et j'ai des opinions fortes là-dessus. Alors, je voudrais vous partager mes commentaires. Est-ce que lorsque vous commencez un point d'échange, l'élément essentiel est le développement de la communauté domestique. Alors oui, les investissements dans l'infrastructure et en la création de l'équipe pour réaliser. Mohamed a parlé beaucoup des ingénieurs qui ont la capacité de créer ces IXP et qui ont la formation et c'est le modèle qu'on pense que vous devrez considérer. Alors, je m'adresse aussi à ceux qui n'ont pas un point d'échange dans vos communautés et vous y pensez et vous devez considérer le moment adéquat pour
vous séparer de point d'échange domestique et de peut-être considérer un achat en partenariat. Si on parle des points d'échange, c'est aussi considérer le capital d'investissement et des solutions pré-créées. Lorsque je parle des points d'échange, je parle de quand est-ce que nos opérateurs commencent à comprendre la valeur des points d'échange, qui est très important. Je sais que, Brian, oui, vous avez posé une question en tant que technologie. Mais les fossés des technologiques sont importants et la formation qu'on a fait sur ce continent et commence à avoir résultat parce que on est conscient de ce qu'il faut faire. Alors, on devrait considérer comment investir dans nos communautés. Je parle de comment on l'a fait il y a 25 ans, mais il était question quel était l'investissement plus important à long terme. Un écosystème bien connecté avec des centres de données, les points d'échange bien gérés, l'hébergement. Et tous ces facteurs sont très importants. Mais c'était la situation il y a 25 ans. Et moi, j'étais sur place il y a 25 ans. Alors, je considérais comment construire. Parlons maintenant des nouveaux. Qu'est-ce qu'il faut pour l'installation? Et littéralement, il y a un commutateur. Oui, d'après les mots de Remco, il n'y a pas des coûts très élevés. Mais c'est plus question de comment construire un point d'échange avec $2,000. Mais lorsque vous commencez un point d'échange, vous avez besoin du soutien de la communauté. Il y a beaucoup d'exemples de points d'échange qui ont existé pendant quelque temps, mais qui ont fait faillite parce que la communauté n'a pas été engagée. Il manquait la passion pour le transfert de l'intérêt de la communauté. Et je pense... Excusez-moi. La passion de la valeur ajoutée économique avec une perspective de l'avenir. Dans 25 ans, on voudrait avoir une idée de comment sera le point d'échange dans 25 ans. Je pense que vous êtes trop entravés par les coûts immédiats. Et je vous dis que oui, et c'est facile. Les coûts sont négligeables et on vous apportera l'infrastructure pour faire un point d'échange de coûts réduits. Il y a des réglementations bien définies. Il y a juste le besoin de réguler s'il y a des problèmes. Mais sans problème, vous pouvez démarrer. Vous pouvez enlever les obstacles et mettre en place et considérer qu'est-ce que je vais voir dans 25 ans, parce que c'est là que vous devrez viser. Comment je fais pour attirer les investisseurs internationaux, parce que si vous connectez les réseaux, alors vous aurez les opérateurs internationaux vont venir vers vous pour votre point d'échange s'ils voient que la rentabilité de votre point d'échange et que vous avez un modèle en place qui est durable. Hicham, vous êtes là de retour? Oui, oui. Je suis désolée pour la coupure d'avant.
Bien, nous pouvons maintenant prendre des questions. Je voudrais revenir à une remarque faite par Remco. Remco a dit le peering gratuit, ça n'existe pas. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient répondre? Ce que j'ai dit, en fait, c'est que on peut avoir le peering gratuit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de point d'échange gratuit. Okay. Hi, Hisham. Hi, Mohammed. Go ahead. Oui. He's absolutely right. He's correct. There is none for free, but Oui, il a raison. Ça n'est jamais gratuit, mais si c'est basé dans la communauté, eh bien, il y a un soutien qui vient de la communauté, il y a des bénévoles qui participent à l'établissement. Pendant les stades, lorsque nous avons démarré, par exemple, eh bien, pendant des mois, il n'a pas été possible de remettre des salaires à Kano. Désormais, eh bien, ça fait bientôt 2 ans que nous mettons l'Internet à disposition gratuitement. Nous devons faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée. Quand on dit à but non lucratif, ça ne veut pas dire que l'on n'ajoute pas de valeur. Cela veut dire simplement qu'il n'y a pas de but commercial. On ne revend pas cette valeur à sa valeur réelle en externe. C'est de cela dont nous parlons lorsque nous disons basé dans la communauté. Je voudrais répondre à une question qui a été soulevée par Brian Lonwy. Je peux, Hicham, c'est possible? Peut-être auparavant, nous pourrions entendre les autres membres du panel sur ce thème. Oui, nous parlons toujours de l'aspect commercial ou non commercial, des points d'échange. Je crois qu'en fin de compte, pour pouvoir être durable, pour pouvoir acquérir l'interrupteur et créer de la valeur pour la communauté, eh bien, il faut qu'il y ait des financements. Peu importe d'où ils viennent, et si l'échange Internet a du succès, eh bien, ce qui compte, pour autant que c'est durable et qu'il y a un point d'échange Internet. Il faut juste que la façon de le faire soit claire, la façon de procéder soit claire. Il faut créer de la valeur, c'est le plus important. Un point d'échange à succès, ça ne veut pas dire un échange qui a 5 membres ou 1000 membres, mais que cela crée de la valeur pour la communauté. Est-ce que vous pourriez élaborer, Remco, sur ce que vous entendez par échange gratuit? Non, ce que je voulais dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des échanges avec des structures de prix non transparentes. Et pour le moins, un échange utilise de l'énergie, de l'électricité, qui doit être payé. Donc, évidemment, il y a toujours des coûts associés à l'exploitation d'une infrastructure. Et que l'on évalue la contribution des collaborateurs à 0 ou pas, quand Michuki parle de son système, eh bien, il signifie la contribution de son système à la communauté.
Donc, gratuit, ça n'est pas vrai au fond. Nous disons que c'est gratuit, mais ça ne l'est pas réellement. C'est simplement que ça n'est pas une charge notée séparément. Merci, oui, de cette clarification, de cet éclaircissement. Luc voulait ajouter quelque chose également? Oui, tout à fait. En fait, il faut dire une chose, hein, ce problème de financement est aussi parfois un frein dans certains pays, dans certaines structures de pays. Parce que si vous n'avez pas un sponsor, si vous n'avez pas un porteur de projet qui va supporter les premiers frais, vous allez avoir du mal à mettre en place un point d'échange. Ça, c'est clair. Parce que ce qui se passe dans des pays où les opérateurs de téléphonie mobile ont pris une dominance sur l'Internet, sur les ISP, ben, ils n'ont pas parfois besoin d'un point d'échange. Et la conséquence première, s'ils ne viennent pas au point d'échange, la valeur dont parle Marco Remco du point d'échange, on ne l'a pas. Et du coup, vous avez un point d'échange qui n'est pas du tout pertinent. Et donc, là, le montage financier est super important et il faut saluer l'appui de l'Union africaine, de ISOC et aussi de la Banque mondiale qui ont financé le démarrage des points d'échange Internet en Afrique francophone pour la plupart, dans pas mal de pays. Maintenant, après, c'est comment créer cette valeur. C'est ça aussi le problème. Quand vous avez des gros opérateurs qui n'ont rien à faire, qui peuvent payer les cash serveurs, qui peuvent payer les CDN, comment vous faites pour créer cette valeur dans des points d'échange Internet où la dominance Internet est assurée par les opérateurs? Et ça, c'est le vrai problème. Donc, la gratuité, oui, on arrive à leur offrir des routeurs, mais ils peuvent s'en acheter des milliers. On arrive à leur donner des ports, même jusqu'à 10 gigas, 1 giga, mais ils peuvent s'en passer, ils peuvent faire du peering directement. Et donc, la question aujourd'hui, et c'est un des défis des points d'échange Internet, de pouvoir trouver le juste milieu entre la valeur et l'adhésion des gros ISP sur les points d'échange. Merci, Luc. Je vois qu'il y a des questions en suivi de cela en ce qui concerne les liquidités et comment récupérer les coûts de ces opérations sans soutien. Quel est le modèle pour un système durable? Oui, j'aimerais répondre. J'en ai parlé déjà il y a 6 ans de cela. J'ai parlé du partage des coûts, qui n'est pas fondamentalement un problème de point d'échange. Pour que finalement les FAI partagent la note. Ça ne doit pas être dans le plan commercial du point d'échange, mais ça doit être séparé. C'est un plan commercial qui doit être présenté séparément. Je crois que Michel souhaitait également intervenir. Oui, je suis d'accord avec Remco, ça doit être un plan commercial séparé. Et pour revenir à la question précédente, il y a toujours des coûts. Ça n'est jamais gratuit. Il faut pouvoir payer l'électricité, les connexions. Donc, il y a toutes sortes de coûts inhérents à cela. Et il faut savoir comment on va pouvoir financer l'avenir du fonctionnement du point d'échange.
At the end of the day, it is the cola that drives that sustainability. So I think it's very key to understand. Donc, il faut véritablement comprendre ce que sera l'avenir du point d'échange et sous quelle forme de système il fonctionnera. La question des liquidités, du financement, des coûts, je suis d'accord avec Remco, ça ne revient pas au point d'échange, mais je comprends que l'on puisse vouloir relier les coûts au point d'échange lui-même. Si les participants sont prêts à apporter ce complément de financement, eh bien, la plupart du temps, ça n'est pas très durable parce que la question se pose comment on procédera à l'avenir. En Inde, c'est le cas. Il y a un des grands opérateurs OTT qui est connecté par ce financement et puis ensuite le point d'échange pouvait payer et puis finalement il ne pouvait plus et il y a eu une déconnexion, l'opérateur a déconnecté. Il s'agit des plus grandes entreprises du monde au point d'échange que nous soyons lucratifs, à but lucratif ou pas, eh bien nous sommes très petits par rapport aux grands opérateurs. Et je voudrais ajouter une dernière chose. J'étais à Myanmar et un des grands opérateurs a posé une question comment est-ce que vous allez vous connecter avec qui a apporté donc une réponse très honnête, qui ont dit nous payons pour l'infrastructure. Et si nous créons de la valeur, eh bien, cela va attirer évidemment des membres. Cette question est difficile que l'on soit petit ou grand opérateur. Nous avons entendu parler d'économie d'échelle. Et si on a un échange multiple plutôt qu'un point unique, eh bien, il y a de meilleures économies d'échelle, c'est ce qui a été dit. On a également parlé de démarrer petit. Est-ce que les membres du panel voudraient répondre à certaines de ces remarques de la part d'autres membres du panel ou de questions? C'est très important pour les IXP dans le contexte d'Afrique. Oui, il y a des participants de ce webinaire d'Afrique et c'est un thème important. Et en Nigeria, on a commencé avec 3 points d'échange et on s'est rendu compte qu'il n'était pas rentable. On a dû fermer 2 IXP et on a réduit le nombre. Alors, et il est important de commencer avec peu de points d'échange à cause de les difficultés. Et c'est correct, oui, de dire qu'il n'y a pas des points d'échange gratuits, mais l'idée est de le rendre le plus gratuit possible par le biais du soutien du gouvernement et d'autres organisations qui offrent leur soutien, oui, pour réduire les coûts au minimum, pour que les contenus puissent se connecter au point d'échange. Et on a
On a vu ça au Nigeria. Oui. Oui, moi, je suis plus ou moins d'accord avec Mohamed, sauf que l'objectif d'un point d'échange ne devrait pas être le plus de coûts réduits le plus possible. Et ce n'est pas la même chose qu'avoir la valeur ajoutée. Ce n'est pas la même chose. Can I address that, Isha? Est-ce que je peux me diriger? Okay, Oui, the reality, en réalité, oui, la valeur, some of the people that we have cannot even afford to go online. il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de se connecter en ligne. Oui, il y a des hiérarchies de coûts, mais avant de considérer la connexion comme IXP basée dans la communauté, c'est question de voir comment on peut motoriser la demande. Comment est-ce que les gens de la communauté peuvent se connecter cela devrait être un coût réduit. Si les fournisseurs de services basés dans la communauté peuvent ajouter, offrir de la valeur ajoutée et payer la connexion, c'est possible. Mais la valeur devrait être dans un cadre, un contexte de coût réduit. Oui, ma réponse est que si vous regardez les entreprises qui vendent l'accès à l'Internet, dans la plupart des pays africains que je connais, c'est un fournisseur de mobile, de portable, parce que c'est la façon plus commune de l'accès. Mais la part d'un coût d'un fournisseur dédié à l'accès d'Internet, ou même pour payer le portail d'échange. C'est une erreur de routage. Alors oui, je reconnais qu'il faut être efficace avec les coûts, mais dans les marchés en Afrique où j'ai vendu, où j'ai vu que les gens payaient $80 pour un mégabit, un point d'échange revient à un point d'échange efficace revient à un coût efficace et une valeur ajoutée. Mais je vais arrêter là, mais oui, il y aura l'opportunité après de parler dans la salle de discussion sur le peering et on pourra parler de d'autres thèmes. Et ce que j'aimerais demander, je voudrais voir les résultats du vote et voir si les idées des participants ont changé. Et plus de 50% des personnes ça veut dire 75 personnes, ils ont suivi ils ont suivi une initiative locale et suivi par le modèle de franchise et après le clé en main du gouvernement. D'autres ont voté pour d'autres et ce que j'aimerais faire, c'est de refaire, de vous inviter de nouveau à participer au vote, de refaire d'une sélection. Et une question qui était intéressante, jusqu'à quel point est-ce que vous pouvez déterminer le modèle de lancement du point d'échange? C'est une question intéressante. Je pense que ça dépend de la personne qui prend l'initiative.
la communauté va décider le modèle, en fait. Thanks for that, Marco. Merci, Marco. Nishal, cela dépend du niveau le niveau de connectivité, comme la démocratie, par exemple. Ils doivent connaître les droits, les personnes pour pouvoir savoir aller voter. C'est la même chose pour un point d'échange. Si la communauté est mature et les personnes comprennent la façon par laquelle ils peuvent participer et les associations d'IXP sont fortes, ils peuvent déterminer la façon le modèle de fonctionnement. Les associations de DXP sont gérées par le gouvernement. Il n'y a pas d'option. Bien sûr, le comité a une option, mais des fois, c'est question du niveau des connaissances entre les personnes de la communauté. Je voulais répondre à une question qu'on avait posée. Oui, oui. Alors, il a posé la question qu'il n'est pas d'accord avec le modèle commercial. Alors, ce que je veux dire, ils ne sont pas rentables dans les communautés qui ne sont pas développées, dans des communautés qui n'ont pas eu de connexion à Internet. Et la plupart des points d'échange commerciaux sont, pour la plupart, dans des régions développées. En Europe, par exemple, la plupart des IXP deviennent des points d'échange commerciaux. Alors, oui, ils se transforment dans des franchises. Alors, ça dépend de la communauté. Alors, quand je dis que ce n'était pas rentable, ça dépendait de la communauté. J'espère avoir clarifié la question. Merci. Excusez-moi, je m'excuse auprès des membres du panel, mais je ne vois pas les mains levées sur mon système. Donc, je voudrais, comme nous n'avons plus beaucoup de temps, je vous demanderai très rapidement, en 1 minute maximum, de résumer votre propos d'aujourd'hui, les différents membres du panel, en commençant par Luc ou Michael. Marco, pardon. Okay. Eh bien, Oui. pour moi, il est évident que Luc souhaite. Luc, vous voulez peut-être parler? No, maybe after him. Sorry. Go ahead, Marco. Merci. Ce que je voulais dire, les débats prouvent qu'il n'y a pas un seul modèle, une seule approche qui convient à tout le monde, et même au sein d'une même communauté. Quelle que soit la décision, eh bien, il faut que la communauté soit engagée et que l'on fasse au mieux pour elle, pour la servir, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et si on peut en faire en sorte que ce soit aussi bon marché que possible pour une communauté que d'avoir accès aux services, eh bien c'est très bien. Et puis ensuite, il faut donc savoir comment engager la communauté dans le processus et créer de la valeur pour elle. Bien, Luc, nous pouvons maintenant revenir à vous, si vous souhaitez intervenir. Oui. C'était pour le résumer. Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de modèles. Et je pense que les modèles
modèles, pour me résumer, dépendent beaucoup des environnements, beaucoup des pays et aussi de la meilleure solution qui puisse exister, c'est celle du consensus. Peut-être pas totale, mais une solution à laquelle adhère le maximum d'acteurs de l'écosystème. Et il y a le second point de l'expérience que nous avons au Congo. Il ne faut pas privilégier un super grand point d'échange Internet et forcément des contributions financières, mais des apports en nature. C'est très important. Pendant longtemps, on a un opérateur qui a mis à disposition le data center. On a le régulateur qui a mis à disposition a supporté pas mal de choses. Et puis, il y a eu une expertise internationale. Mais après, il faut trouver effectivement le moyen de gérer cela pour y donner une autonomie au point d'échange Internet. Donc, il n'y a pas de modèle, mais simplement si on peut être le plus consensuel possible et si on peut aussi arriver à privilégier l'écosystème, le développement d'Internet, je pense que les points d'échange auront un succès durable. Thanks for that a lot, Luc. Michel? Merci, Luc. À vous, Michel. Thank you for your time today. Peu importe le modèle, mais il faut faire participer la communauté et servir son développement. C'est nous, à NAPAFRICA, nous collectons de nombreuses informations auprès de nos communautés. Nous servons des initiatives locales pour continuer à développer l'échange, le point d'échange, quel que soit le pays, l'économie ou les réglementations auxquelles on est confronté. Eh bien, c'est cette démarche qui est importante. Merci, Michel. Mohamed? Oui, je m'aligne tout à fait sur les propos de Michel. C'est ce que je voulais dire et elle vient de le dire. Donc, je la remercie ainsi que les autres membres du panel. Je crois que ces échanges ont été vraiment productifs. Remco? Eh bien, moi aussi, je voudrais reprendre les propos de Mohamed. Je crois que c'est vraiment gratifiant qu'il y ait tant de personnes qui aient participé à ce webinaire. Et bien entendu, nous souhaitons pouvoir poursuivre ces discussions, ces débats, et j'espère que nous aurons à l'avenir d'autres échanges sur ce thème avec tout autant de public intéressé. Nous avons, je voudrais reprendre ça moi aussi, dit le modérateur, parce que il y a eu énormément de questions, de remarques. Il est évident qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce thème et que nous pourrions utilement avoir une autre séance sur ce thème-là. J'aimerais maintenant voir les résultats du deuxième sondage. Nishal, vous avez des commentaires? Eh bien, c'est passé à 73% de personnes qui sont favorables à une initiative locale. Et c'est l'approche que moi, je diffuse, sur laquelle je forme des personnels. Les obstacles, les problèmes qui ont été soulignés
toutes ces questions sur la meilleure façon de créer la valeur, eh bien, ces obstacles et ces questions, elles sont éliminées si, dès le départ, on consulte vraiment les communautés. Et je crois que c'est vraiment l'approche pour nous. Si on pense que certains outils ne sont disponibles qu'aux grands opérateurs, ça n'est pas vrai en réalité parce qu'ils sont mis à disposition par certaines organisations. Il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Si on vous dit que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas le faire, ça n'est pas vrai. Sachez que ça n'est pas vrai. Merci, Nishal. Je voudrais remercier maintenant les sponsors avant de terminer. Je voudrais remercier les sponsors de cet événement. Ben et Andrew de Facebook, Andrew, Carla et Michel de NAP-Africa, Darwin et Caroline de DKIX, Walter de PEX, Fergus, René, Marcus et Portia de Flex Optics pour les sponsors de l'interprétation simultanée, ça a été vraiment utile pour nous pendant cette série. Merci à tous, merci aux participants et aux membres du panel. Je crois que nous essaierons vraiment de tenir une autre séance sur ce thème parce que il y a encore beaucoup à dire. Voilà. Machuki, je vous rends la parole. Session. I just want to leave on screen, Henok, if we could go back. The next Je voudrais maintenant afficher les renseignements concernant la prochaine séance qui aura lieu le 2 mars. Et puis, il y a les diapos personnels des échanges, ce à quoi nous procédons à la fin de la séance, à chaque fois, comme vous le savez. Donc, je voudrais que ces diapos s'affichent, s'il vous plaît, sur les annonces personnelles, individuelles, des échanges. Hello. Okay. Just hold on a second. Let me try and see if I can Anyone share hear this. me? Oui. Yes, I can hear you. Just give me a second to Est-ce que vous m'entendez? up. Oui. Permettez-moi d'afficher cette première diapositive. Hello? Allô? Est-ce que vous m'entendez? First is IXPN. Donc, d'abord, IXPN, c'est vous, Jacob, qui allez intervenir là-dessus? I'm not really getting any audio feedback or can speak now. My name is Jacob from Internet Exchange Point Nigeria. It's good to be part of the virtual peering forum another time. Okay, IXPN, Internet Exchange Point of Nigeria. Donc, il s'agit de l'IXPN avec numéro de ASN 36932, et un réseau de 77 membres et sur 8 sites dans un certain nombre de régions que vous voyez mentionnées ici. Dans tout le Nigeria, nous avons une politique de peering ouverte au peering bilatéral et multilatéral pour encourager donc différents systèmes, différentes approches. Vous pouvez également aller consulter notre site Internet pour obtenir davantage d'informations sur ce point d'échange.
Ensuite, il y a le point d'échange d'Afrique occidentale. Oui, c'est un des Kunle qui représente le point d'échange, l'échange Internet d'Afrique occidentale, localisé au MDXI de Lagos. Nous avons une politique de peering ouverte et ouvert au peering multilatéral également. Et vous pouvez également aller consulter notre site Internet pour obtenir davantage d'informations. Merci. Ensuite, AMS-IX. Emra, bonjour à tous. Je représente AMS-IX. Nous sommes localisés à Amsterdam, aux Pays-Bas. Nous avons un trafic de près de 10 téraoctets par seconde. Nous avons une politique de peering ouverte, une plateforme ouverte. Vous pouvez vous connecter à partir d'Amsterdam directement ou à partir de nos 14 ports dans le monde entier. Nous avons également d'autres points d'échange aux États-Unis, à Chicago, notamment à Hong Kong, un point d'échange en Inde, aux Antilles, au Bahreïn, et nous allons en lancer un de type Powered by en Ouzbékistan et en Égypte. Tell you about our access service solution, which is very important I can see in Africa. So we build and maintain an internet exchange. Nous avons établi et géré un point d'échange. Nous pouvons gérer le point d'échange au nom de notre client qui peut ensuite le diffuser dans sa région. Nous allons donc, comme je l'ai dit, en lancer un en Ouzbékistan et un autre au Caire, en Égypte. Et puis, il y en a un autre qui a la marque AM6 dans une autre location et un autre également sans marque AM6. Vous pouvez bien entendu également consulter notre site Internet pour obtenir davantage d'informations. Ensuite, c'est Darwin qui va prendre la parole pour DKIX. Merci à tous ceux qui ont participé à cet événement parce que c'était vraiment intéressant. Je représente DKIX. Comme l'a dit Marco, ça a démarré à Francfort avec un AX 6695 à Francfort. Nous sommes à des niveaux de 10 térabits par seconde, téraoctets par seconde. Nous sommes localisés dans tous les endroits qui sont mentionnés ici. Et bien entendu, il y a d'autres localisations, d'autres sites et vous pouvez obtenir davantage d'informations sur notre site. Pour nous contacter, eh bien, sales@dkix.net et consulter les sites comme mentionné ici. Et puis, Ben, pour Facebook, bonjour à tous. Et qui travaille avec vous voyez ici les différents sites.
en Égypte, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Et vous pouvez nous consulter par courriel, bien entendu, à peering@fb.com. Nous avons également un AX 63293. Mais si vous voulez obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse indiquée. Oui, prochain, c'est Lubix. Ashnadeng. Nadej, you can speak now. Nadej, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis Nadej Ilunga de ISPA DRC en République démocratique du Congo. Vous m'écoutez? Yes. Ah, est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Ok, merci. Je suis Nadej Ilunga de ISPA DRC en République démocratique du Congo. Je suis chargée des opérations au point d'échange de Lubumbashi, Lubix en sigle que je vais vous présenter. Le point d'échange de Lubumbashi est lancé en octobre 2019 et c'est le deuxième point d'échange de la République démocratique du Congo. Il est situé à Lubumbashi. Actuellement, Lubix compte 9 membres et les pics du trafic arrivent à 12 gigabytes. Nous invitons donc les autres réseaux de la région à faire les peering avec Lubix. Notre AS number est le 37 785. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email qui est affichée là, info@ispa-drc.cd. Je vous remercie. Merci, Nadej. Next on is prochain, Stéphanie. Oui, bonjour, c'est Stéphanie de le point d'échange de Kenya. On a des locations, le numéro AS que vous voyez sur l'écran, Ikolo Mombasa, que vous voyez le numéro sur l'écran, et notre politique de peering est ouverte. Nos coordonnées pour l'information est l'adresse que vous voyez sur l'écran. Et vous pouvez aussi consulter notre site Internet. Merci. Merci. Et c'est la dernière présentation de peering, des peering personnels. Alors, on passe maintenant à la session virtuelle et on vous invite à utiliser un outil interactif pour pouvoir échanger des points de vue avec d'autres participants. Et je pense que la session a été très utile. Alors, vous verrez sur le chat, la fonction chat, l'entrée pour à la session. Et une fois que vous entrez, si vous le connaissez déjà, c'est assez facile. Vous devez mettre votre nom avec le nom de votre organisation. On vous laisse entrer dans une salle qui est conçue avec plusieurs salles. Alors, si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez rester dans la salle principale. Il y aura deux micros. Et pour ceux qui veulent